Je vais inviter du coup 3 personnes à me rejoindre sur scène. Je vais inviter Fatih Toko de La Poste, David Jamin d'Air France et Simon Gros qui est expert IBU en informatique, expert authentique. Laisse prendre le micro. Bonjour. Bonjour à vous 3. Bonjour. Pour débuter simplement sur cette question, comment est-ce que la conversation peut aider les marques à être encore plus authentiques, je vais simplement débuter avec une petite définition de ce qu'est l'authenticité d'un point de vue littéral, et ensuite on s'intéressera à votre définition de l'authenticité en matière de relations clients. D'un point de vue littéral, l'authenticité, c'est lorsque c'est la vérité, lorsque c'est la réalité, lorsqu'on est dans la sincérité de manière incontestable. L'authenticité ne provoque pas de contestation, c'est-à-dire qu'elle est crédible et convaincante. Selon une étude Authentique 100, pour information, l'ensemble des contenus qui sont évoqués pendant les conversations, l'étude que j'évoque et d'autres études qui seront évoquées pendant les conversations, vous sont envoyés par email. Vous les aurez en fin de journée par email. Selon cette étude-là, Authentique 100, seuls 7% des Français pensent que les marques sont authentiques. Et on va débuter par une petite question klaxoon. Ça ne va pas être une question, ça va être un challenge. On va voir qui est le plus rapide à trouver cette réponse-là. Cette étude a été menée autour d'une question également, c'est selon vous, Français, quelle est la marque la plus authentique? Donc, je vous laisse citer cette marque-là sur Klaxoon. Selon vous, qui est la marque la plus authentique? Et on regardera dans quelques réponses s'il y a quelqu'un parmi vous qui a trouvé la réponse. Je vous donne juste 2 petits indices. C'est un client d'iAdvise. Et on est plutôt dans le secteur du luxe. Et cette question-là, je vais te la poser à David, également, David Jamin d'Air France. Air France fait partie du top 25 des marques les plus authentiques selon les Français, à 24e position exactement. Ça ne sert à rien de citer Air France du coup sur Klaxoon. Pour toi, l'authenticité dans la relation client, qu'est-ce que c'est? En fait, effectivement, on est donc 24e, je crois. Je crois qu'en 23e, il y a Disney, qui est vraiment une grosse entreprise, plus axée loisirs. 25, je crois que c'est Lacoste, avec une autre dimension. Et nous, voilà, l'authenticité, on est un gros groupe, on a plus de 80 ans, une grande dame, une vieille dame. On a 94 millions de passagers par an, 2016. On a 52 000 employés. En fait, je donne des chiffres comme ça pour montrer vraiment l'importance. Et du coup, l'authenticité, on l'a quand même. Et c'est pour nous très important. C'est en fait le respect de nos valeurs, déjà, pour Air France. Donc, on doit respecter la promesse que l'on fait aux clients depuis 80 ans sur la sécurité, sur le service, sur le contrat de transport, déjà, avec nos clients, et aussi d'être proche de nos clients partout où ils sont. Partout où ils sont, c'est sur différents canaux, et partout où ils sont dans le monde. Donc du coup, voilà, nous, c'est respect des valeurs, respect des promesses que peut faire... que la marque Air France véhicule. Très bien, on est vraiment sur une logique d'engagement envers les clients. Fatih, s'il y a bien une marque que tous les Français ont fréquenté au moins, enfin une marque, un nom d'entreprise que tous les Français ont fréquenté au moins une fois dans leur vie, c'est La Poste. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Pour La Poste, qu'est-ce que c'est que l'authenticité en matière de relations clients? Alors pour La Poste, l'attente est très forte, l'attente des Français est très forte, puisqu'il y a quand même la dimension confiance qui est très importante. On se positionne comme tiers de confiance, et l'authenticité, c'est justement la confiance, la proximité, et puis aussi la simplicité. Mais j'ai envie de dire quand même, le plus important, c'est la proximité. Et aujourd'hui, on a quand même un défi important dans le cadre de la transformation numérique, parce que les Français et tout le monde en général, les clients sont de plus en plus méfiants dans le cadre de la protection des données. Ils ont un peu ce sentiment que les entreprises sont mercantiles, intrusives. Donc c'est aussi le conseiller client et le facteur, puisque c'est quand même eux qui sont en front avec les clients, qui doivent véhiculer cette confiance, redonner confiance dans la proximité humaine à des clients qui commencent de plus en plus à avoir peur qu'on partage leurs données. On est tiers de confiance, donc on va revenir tout à l'heure à la conversation, mais c'est grâce à ces conversations humaines avec les clients finaux qu'on réussit à finalement tenir la promesse de loyauté et de confiance. Très bien, je vais vraiment faire sortir des mots-clés là, sur tout ce qui a été dit. On est sur cette logique de promesse, d'engagement, de confiance, d'humain. Avant de donner la parole à Simon, justement, parce qu'on est sur une nouvelle forme de confiance, une nouvelle forme d'authenticité, je propose qu'on regarde les résultats, savoir si quelqu'un a trouvé la bonne réponse sur Klaxoon à cette question.
Voilà, la réponse était Chanel, et c'était un challenge remporté par Rémi. Bravo Rémi. Ce qui est marrant, c'est que dans le top 10 des marques les plus authentiques selon les Français, on retrouve principalement des sociétés dans le secteur du luxe et de l'automobile. Et donc je vous inviterai à regarder en détail ce classement-là. Simon, on a décidé de te faire intervenir sur cette table ronde parce que justement tu représentes une nouvelle forme de répondant qui se veut par définition authentique. Tu es membre de la communauté IBU. IBU, c'est donc cette communauté d'experts mis à disposition des marques pour adresser des réponses d'un fort niveau d'expertise à des visiteurs, principalement par chat. Toi, tu es expert informatique. Jeux vidéo. Jeux vidéo et informatique, jeux vidéo principalement. Est-ce que tu peux simplement nous expliquer d'où vient ton expertise, et ensuite on s'intéressera un petit peu plus à comment est-ce que tu la partages via la plateforme IBU. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Simon, je suis entrepreneur dans le digital, j'ai 27 ans et il se trouve que depuis décembre je fais partie de la communauté d'experts IBU pour Cdiscount sur la catégorie jeux vidéo. Donc je suis très heureux que mes expériences jeux vidéo de mes 9 ans à mes 27 ans me servent aujourd'hui à gagner un petit complément de revenus. On parle quand même d'environ 100 € par semaine. En moyenne 100 € par semaine, ça peut aller de 60 à 150 selon différents facteurs. Et donc j'ai rejoint cette communauté en décembre 2016. Et voilà, ça me permet en fait, je peux aujourd'hui cumuler mon travail principal plus cette activité, puisque IBU ne me prend pas trop de temps, ce qui me permet de pouvoir répondre avec des réponses de qualité, tout en menant à bien aussi mon travail principal, puisque je travaille aussi en partie à domicile, avec 2 écrans, donc je peux gérer facilement les conversations IBU et des tâches de mon travail principal. Ok. On a tous à peu près joué aux jeux vidéo une fois dans sa vie ici. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es plus expert que les autres? Alors, j'ai eu une Game Boy à 8 ans, une PlayStation 1 à 9 ans, puis après j'ai enchaîné avec une Xbox, une GameCube, bref, j'ai fait pas mal de consoles différentes, donc je connais les 3 univers, Nintendo, Sony et Microsoft pour le coup. Ce qui fait qu'en termes d'expérience et de connaissances, je pensais être assez qualifié. Les questions qui sont posées pour les experts sont très difficiles, j'ai pu passer le test et j'ai été sélectionné. Donc voilà, c'était une expertise qui était reconnue. Alors expertise entre guillemets, ça reste des jeux vidéo, mais au final, c'est un témoignage que j'apporte auprès de clients qui recherchent des conseils ou des expériences et qui, pour le coup, est utile pour eux puisque ça leur permet de s'imaginer en fait, au-delà d'un service client classique qui va les aider dans le support technique d'un site, à imaginer des expériences vers quel produit ils pourraient se tourner. Et ce qui pousse forcément l'achat. Ok. Ce qui est intéressant, quand on a échangé ensemble en amont de cette table ronde-là, tu me disais que oui, tu étais dans l'authenticité, tu étais dans le partage d'expérience. Néanmoins, tu faisais quand même une différence entre ce que tu appelais presque ta vie pro et ta vie privée. C'est-à-dire que par les jeux vidéo, on est souvent dans une communauté. Jamais ça t'est arrivé de partager ton pseudo jeu vidéo avec des visiteurs? Jamais, puisque pour moi, je parle avec des clients Cdiscount qui sont là pour acheter des produits. Alors certains me demandent parfois mon pseudo PSN pour jouer en ligne, ce que je refuse à chaque fois, puisque je fais bien la différence entre jouer avec mes amis et du conseil client, on va dire plus classique, quoi. Même si je parle de manière authentique avec ces personnes. Très bien. Donc, on a essayé de définir un peu ce qu'était l'authenticité au travers de vos 3 prises de parole. Souvent, quand on creuse quand même avec des mots un peu plus métiers, ce que peut être l'authenticité en matière de conversation, il y a 2 mots qui reviennent assez fortement. C'est le ton, quel ton apporter, et quel niveau de personnalisation est-ce que je vais être capable d'apporter. Fatih, chez La Poste, comment est-ce que vous faites pour aller justement chercher ces clients-là et leur apporter un fort niveau de personnalisation? Alors, je vais déjà commencer sur comment on va chercher les clients. Après, je répondrai sur le ton, parce qu'à La Poste, c'est vraiment un vrai enjeu et un équilibre à trouver. Donc, sur la personnalisation, donc moi, je ne me suis pas présentée. Je suis directrice de la relation client sur laposte.fr. C'est important, parce que c'est la direction e-commerce. Donc, je vais vous parler surtout de personnalisation online, bien qu'on commence à travailler quand même sur des sujets cross-canaux avec les bureaux de poste. Mais là, on est vraiment sur du online. Donc, ce qui est extraordinaire sur le online, c'est que la personnalisation est quand même très simple, puisqu'on travaille avec des prestataires, on pose des tags sur le site et on sait reconnaître en fait le comportement des
clients ou des prospects, puisqu'on n'est pas sur une notion d'abonnement, mais on est sur de la récurrence d'achat. On sait les reconnaître et déclencher des conversations avec eux. Donc notamment sur la partie self-care, on a développé ce qu'on appelle le petit compagnon. Alors vous voyez, déjà, on est déjà très dans la proximité humaine et dans l'authenticité, qui est une espèce de box self-care, on va dire des FAQ dynamiques contextuelles qui vont se déclencher en fonction du comportement du client sur le site. Et après, une fois que ça s'est déclenché, évidemment c'est une FAQ, mais on peut après basculer sur une conversation. On va bientôt déployer dans une semaine justement Facebook Messenger. Et après, l'idée c'est de pouvoir mettre de la conversation, d'escalader de la FAQ dynamique vers la conversation. Aussi, toujours dans la partie self-care, en matière de personnalisation, on a lancé un test il y a 6 mois qui a très bien fonctionné. On n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, mais dans l'analyse sémantique. On a reconnu des mots anxiogènes. Voilà, nous, nos clients, quand ils sont anxieux, ils disent jamais, toujours. Voilà, parce que souvent, c'est des difficultés de parcours, de navigation sur le site. Quand ils disent ces mots-là, on arrive à déclencher des escalades directes pour une conversation avec un conseiller. Aujourd'hui, c'est l'analyse sémantique. Vous imaginez le potentiel énorme qu'il va y avoir derrière avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est pour la partie self-care. Pour la partie accompagnement dans le tunnel d'achat, on a une forte personnalisation puisqu'on travaille avec une société que je ne nommerai pas, dont le siège est basé à Nantes, et avec qui on travaille justement sur la personnalisation à l'intérieur de la chatbox. Donc on avait commencé en fait l'année dernière plus sur des stratégies de ciblage qui étaient statiques. Ensuite, on est passé à des stratégies de ciblage dynamiques. Ça veut dire qu'en fonction du comportement du client, on va déclencher la chatbox en fonction de la régression dans les parcours, le temps d'attente au-dessus de la chatbox. Et puis là, depuis 1 mois, on est en train de tester le predictive targeting. C'est quand même le bout du bout de la personnalisation qui permet en fait de reconnaître par le comportement du client, avec de l'intelligence artificielle, en lui appliquant des critères au regard du comportement de la majorité des internautes en navigation. Et du coup, on va déclencher en fait une conversation avec ce client parce que son taux de prédictibilité, de retour arrière, de rebond, permet de se dire il faut qu'on parle à ce client-là, en particulier à ce moment-là, avec en plus l'opportunité en hors horaire de pouvoir récupérer des opportunités manquées, pour parler très concrètement. Mais un client qui va avoir une opportunité manquée et qu'on sait qu'on va perdre parce qu'il est en difficulté un dimanche à 22h, dans la console de chat, le lendemain matin, on peut prioriser et rappeler ses clients. Donc on passe de l'intelligence artificielle, de la prédictibilité de comportement, au lendemain, à la proximité avec une conversation avec un humain qui vous rappelle, ou via Facebook Messenger, c'est encore mieux, qui va reprendre le fil de la conversation là où elle s'était arrêtée pour le client le dimanche soir. Donc vraiment, je pense que on n'est pas au bout de la personnalisation, bien entendu, on est vraiment très loin de ça, mais on commence à faire beaucoup de test and learn et vraiment, je pense qu'avec tous nos partenaires, on est en train de tester des choses qui sont hyper intéressantes, mais surtout, là où ça va être très fort, ça va être la combinaison de toutes ces innovations, en fait. Très bien, donc ça rejoint énormément les propos qui ont pu être partagés sur la table ronde d'avant, où on était sur cette question autour des chatbots et de l'intelligence artificielle. Là, nous, on apporte la dimension authentique, la dimension conversation. Chez La Poste, vous êtes la preuve en fait, que ce n'est pas forcément antinomique. D'un côté, on peut aller vers de l'automatisation, et en même temps, on peut combiner ça avec de la personnalisation. David, chez Air France, quand on lit des choses sur la façon dont vous exprimez en matière de relations clients, la promesse justement que tu évoquais tout à l'heure, celle que vous faites à vos visiteurs et à vos voyageurs, c'est d'avoir une relation client attentionnée. Au-delà de ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement une relation client attentionnée pour Air France ? En fait, la relation attentionnée, c'est d'être là quand le client a besoin de nous. Avec nos contraintes aussi entreprises, mais ça va être, par exemple, sur le chat qu'on a mis en place, il y a quand même quelques années maintenant et qui marche très bien. On va avoir des règles de ciblage et on va afficher la pop-in de chat lorsque l'on estime, connaissant très bien nos clients, lorsque l'on estime que le client peut en avoir besoin, et le déclencher au bon moment, au bon endroit, sur la bonne page, pour répondre avec donc des experts derrière qui ont des compétences particulières, pour répondre aux clients lorsqu'on a, nous, un petit peu... Alors, c'est un peu du prédictif, mais on n'a pas fait une stratégie prédictive encore. On n'est pas allé aussi loin encore avec
avec le chat, mais on arrive quand même à déterminer le comportement et à afficher la pop-in de chat lorsque le client pourrait en avoir besoin. Alors, la particularité du client Air France, c'est qu'il est partout. Il est partout, il est devant son ordinateur, il est dans un aéroport, il est dans les airs, il est partout dans le monde. Justement, pour avoir ce niveau de personnalisation, on évoquait tout à l'heure l'aspect données, l'accès à ces données-là. Comment vous faites chez Air France pour faire en sorte de proposer une relation client qui va être authentique et uniforme, quelle que soit la personne avec laquelle on interagit, quel que soit l'endroit où on est? Tu évoquais un programme qui a été mis en place justement dans l'objectif d'atteindre l'authenticité. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots de ce programme? Au niveau de la DMP, en fait, la DMP, donc c'est. Alors, définis peut-être ce qu'est la DMP. Voilà, c'est les Data Management Platform. Donc, c'est avoir la vision à 360 degrés du client. C'est vrai qu'un client qui voyage Air France ou qui achète un billet Air France, on va avoir des données dans son dossier de réservation, ce qu'on appelle le PNR. On va avoir des données lorsqu'il appelle. On va avoir des données sur son profil Facebook. On va avoir des données sur LinkedIn, enfin sur tous les réseaux et tous les canaux. Et ce qu'on a mis en place, c'est cette Data Management Platform, cette DMP, pour récupérer toutes ces données et du coup pouvoir encore mieux cibler et pouvoir répondre aux clients derrière. Donc là, voilà, on s'est déjà organisé pour récupérer ces données. Maintenant, on est en train de travailler sur la pertinence de l'analyse et en tout cas la pertinence de l'analyse pour pouvoir répondre encore mieux et effectivement n'importe où dans le monde. C'est pour ça qu'on a des centres d'appel partout dans le monde. On a des centres à Rio, voilà, à Canton, etc. Des gens, des CRC, des centres relations clients. Les chatteurs professionnels vont donc répondre à ces clients un peu partout dans le monde et on essaie de cibler de mieux en mieux les clients avec cette DMP. Et par exemple, on a un autre outil, grâce à cette DMP, on a Marco. Marco, c'est un outil en fait qu'ont les agents d'escale à l'aéroport pour récupérer justement toutes ces données et lorsque le client a potentiellement un problème ou une question à l'aéroport, on va pouvoir récupérer toutes ces données et dire, bah voilà, vous êtes monsieur ou madame un tel, vous voyagez à tel endroit, vous voyagez souvent, etc. Je suis là, je vous ai reconnu, je vous connais et je vous ai reconnu, donc en quoi puis-je vous aider? Cette tablette, elle est à l'aéroport Marco, mais on a aussi le même principe à bord, avec les Pilot Pad. Donc ça, c'est assez récent. Donc quand vous prenez un vol Air France maintenant, surtout sur les moyens courriers et longs courriers, vous allez voir le personnel navigant commercial avec des tablettes. Et du coup, on a toutes ces remontées d'informations sur la tablette aussi à bord. Et du coup, on peut avoir une relation vraiment attentionnée, privilégiée à tous les points de contact avec le client, que ce soit à l'aéroport, au téléphone. Au téléphone, lorsque le client va appeler, on va reconnaître son numéro de téléphone et son profil va s'afficher. Donc on va savoir où est-ce qu'il a voyagé, quel est son numéro de Flying Blue, de programme de fidélité, etc. Donc on va pouvoir avoir cette relation attentionnée, cette relation privilégiée avec lui. Il va être reconnu et aujourd'hui, et je pense qu'à la Poste c'est aussi pareil, la reconnaissance du client est très importante. Il faut mettre en avant l'unicité et le fait que le client soit unique pour la marque. Et donc on récupère toutes ces données et on les restitue via les outils. Et on voit que ça marche vraiment très bien. Avec le chat, par exemple, on est depuis 2 ans à des augmentations de 15 à 20% au niveau du taux de clic. Et on est en conversion, pareil, à une augmentation vraiment intéressante du chiffre. Donc voilà, c'est vraiment le client en a besoin. Il commence à nous dire même... je voudrais que ça s'affiche plus souvent au niveau des pop-ins de chat, par exemple. Donc voilà, le client est reconnu et nous reconnaît aussi dans la relation attentionnée qu'on peut avoir avec lui. Ok, très bien. Justement, sur cet aspect personnalisation, là je me tourne vers Simon. Donc, on a compris que l'authenticité, ça passait par l'expertise. L'expertise, visiblement, en matière de jeux vidéo, elle est indiscutable chez toi. Mais ça passe également par une certaine finesse et une certaine personnalisation qui peut passer par de la touche perso. Et en l'occurrence, quand on échangeait ensemble la première fois qu'on s'est rencontrés, quand tu me définissais ta touche perso lorsque tu chattes, c'est tout ce qu'un chatbot ne pourra jamais faire. Au final, est-ce que tu peux nous en
toucher quelques mots justement de ce que tu fais. Oui, justement, en effet, je pense qu'il y a quelques points qui font qu'un chatbot ne pourra jamais remplacer un humain, même s'il peut s'en rapprocher. Bon, déjà, il y a des choses que le chatbot pourrait faire. Par exemple, moi, j'utilise des smileys souvent dans mes conversations parce que je trouve que ça détend tout de suite l'échange. Un chatbot pourrait le faire. Tout comme il y a aussi des questions liées au service technique ou au support client technique, on va dire, de ces discounts. C'est des questions qu'un chatbot pourrait aussi gérer, mais peut-être sans le côté empathique que moi je pourrais apporter au client en disant que je comprends son problème et que je vais essayer de l'aider au maximum, ce qui souvent détend tout de suite l'atmosphère. Par contre, les points, je pense, qui seront difficilement atteignables par un chatbot, c'est plus le fait qu'avec un peu d'expérience, on se rend compte que souvent les clients ont les mêmes questions, ou en tout cas ont le même process de questions dans leur tête, et donc on peut apporter des réponses plus complètes, croiser différentes réponses pour justement mieux leur répondre. Alors ça passe par justement apporter le maximum d'informations possible. Ça passe aussi par aller chercher des informations sur Internet, notamment avec Google. On se rend compte que beaucoup de clients ne savent pas forcément utiliser Google et que du coup on est là aussi pour leur apporter des informations supplémentaires via des articles, via des vidéos YouTube sur des conseils de produits, ce genre de choses. Et donc c'est là où ça dépasse le simple chatbot, puisque ça permet justement d'apporter une vraie réponse personnelle, d'autant plus avec mes expériences, puisque j'ai déjà fait des actes d'achat dans les jeux vidéo avec des jeux, etc. Je connais bien le système. Et dernier point, c'est aussi donc ce que j'appelle les trolls, c'est que même si Ibu va nous apporter du trafic qualifié, puisque c'est des gens qui veulent déjà acheter sur le rayon jeux vidéo, et on a toujours des personnes qui ne sont pas là pour acheter, mais qui sont juste là pour s'amuser à parler avec le conseiller, pour demander plein de demandes farfelues, et c'est là où un humain peut apporter une touche d'humour ou autre, et donc tout de suite faire que cette personne va se rendre compte que c'est un humain, va pouvoir peut-être toujours jouer, mais au final va en ressortir quand même contente, même s'il n'était pas de base là pour acheter, et donc ressortira avec une image positive de l'entreprise. Et c'est ça que je trouve aussi assez intéressant dans l'expertise humaine du conseil client, c'est de pouvoir gérer toutes ces situations. Donc voilà, l'apport d'informations supplémentaires autres que le site, les trolls, les smileys et mes expériences personnelles qui se ressentent dans les conversations du coup. Ouais, tu me disais qu'en matière de personnalisation, du coup, ça voulait dire être capable de répondre à une question, mais de mettre entre parenthèses des compléments, être capable s'il y a besoin de faire une petite blague, faire la petite blague qui va bien. Oui, bien sûr, c'est aussi être capable de parfois dire non, c'est pas fait pour vous, ou non, je vous conseille pas ce produit, ou attendez peut-être 2 jours parce que dans 2 jours il y aura telle ou telle promo. C'est aussi pas forcément avoir certes un rôle commercial parce qu'il faut vendre des produits, mais c'est aussi avoir avant tout un rôle de conseil. Et si on a des informations que le client ne possède pas et qu'on sait que ça lui sera bénéfique, il en sera forcément reconnaissant, on reviendra sur le site. Ils sont honnêtes, ils sont sympas, ça se passe bien, donc je vais revenir faire mes achats chez eux, ils sont transparents. Tu évoquais également les smileys, être capable de glisser des smileys. Julien Pierre en parlait juste avant, et c'est assez intéressant. Chez iAdvise, on a analysé l'ensemble des conversations qui ont été traitées par les 2500 marques qui sont équipées d'iAdvise sur le mois de mars. Plus d'1 million de conversations contenaient des smileys. Et là-dessus, je sais qu'on a discuté un petit peu ensemble et les positions divergent. Simon, toi, tu aimes ça. Moi, je suis personnellement partisan complet. Et David, toi, tu me disais, justement, ça fait partie du ton et de la personnalisation Air France de bannir l'usage des smileys. Alors, bannir, on va pas bannir, mais c'est vrai que sur le site Air France, on a deux parties. On a les pages Air France et on a les pages Flying Blue. Flying Blue, c'est notre programme de fidélité. Et c'est vrai que sur les pages Air France, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'authenticité, la promesse, les valeurs d'Air France, l'historique d'Air France, moi je considère aujourd'hui que... alors, on a les cibles, mais un client qui va voyager dans la classe la première, si je lui réponds avec un smiley, bon voyage avec un clin d'œil, pour moi, c'est juste pas possible. C'est un service haut de gamme, c'est un prix important, c'est une expérience client que le client va vouloir excellente et de luxe. On voyait Chanel tout à l'heure, la classe la première, c'est la classe de luxe chez Air France, et moi il est hors de question qu'un chatter professionnel réponde avec un smiley à un client la première. Même si le client la première... voilà, aimerait peut-être, mais dans le respect de la marque, non, ça ne va pas être possible, en tout cas aujourd'hui. Par contre, sur les pages Flying Blue, là, c'est un programme de fidélité lié à l'expérience client d'Air France au global. Sur le programme Flying Blue, je sais que... Alors,
on interagit avec eux et on discute de ces stratégies avec eux. Là, on les a autorisés à avoir un ton un petit peu plus souple. Voilà, il va y avoir peut-être, la population est un petit peu différente. On va fidéliser la clientèle. Donc, fidéliser la clientèle, on va aussi adopter peut-être plus un ton, en tout cas le ton du client. Pas peut-être un ton On s'adapte au client. On s'adapte au client. On va plus s'adapter aux clients sur Flying Blue que sur Air France. Sur Air France, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le respect de la promesse. Si demain je mets des smileys, ça va être disruptif avec ce qu'il y avait avant et je risque plus de perdre des clients que de les fidéliser avec ce genre de communication. Les facteurs ont le droit de faire des clins d'œil. Est-ce que par écrit, par messaging Certainement qu'ils ont le droit de faire des clins d'œil, j'espère. Mais sur la partie, en tout cas, la partie online, donc via Twitter, Facebook ou même via le chat, aujourd'hui, on n'utilise pas les smileys, mais par contre, on n'est pas du tout contre, parce que dans émoticône, il y a émotion, donc forcément, ça permet de personnaliser la relation client. Par contre, je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on parle beaucoup de marques qui sont des marques affinitaires, qui parlent à des publics jeunes. Nous, on a quand même le sujet qu'on parle à tout le monde et qui a une forte attente. C'est quand même une entreprise traditionnelle, comme on disait, avec une forte attente de confiance. On a quand même une certaine distance à avoir avec les clients, mais par contre, on travaille énormément sur ce sujet. Comment trouver justement le juste milieu ? On a formé nos conseillers récemment, donc on garde le vouvoiement avec nos clients. Ça, par exemple, ça fait partie de la charte, mais on ne peut pas s'empêcher d'envoyer un smiley. Là, par exemple, on travaille sur un sujet de personnalisation, en fait, des émoticônes. On se dit, un client qui a reçu son colis, ça s'est très bien passé, on est 2 semaines avant Noël, il est super content, pourquoi pas avoir un emoji personnalisé avec une boîte aux lettres, avec un smiley dessus, ça y est, c'est posté, tout va bien. Donc c'est pas vraiment le sujet. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce sujet sur nos centres de contact avec nos web conseillers on est quand même la Poste, parce que les postiers sont très engagés, très professionnels, ils veulent aller jusqu'au bout. Le postier, c'est la Poste. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de trouver l'équilibre. J'ai une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 1 an. Donc une web conseillère sur le site qui m'a appelée, qui m'a dit « Je suis complètement embêtée parce qu'il y a une cliente qui vient de m'envoyer un message sur Twitter, je ne sais pas comment traiter. » Alors je lui dis, envoie-moi le message, on va regarder. Et en fait, c'était une cliente qui avait envoyé une photo de Justin Bieber qui était torse nu avec les plaquettes. Et le message, c'était « Et celui-là, est-ce que vous le livrez en 48 heures ?» Bon, évidemment, c'est pas facile, mais moi, j'ai compris, je me suis mis à sa place. Et je lui dis, mais tu répondrais quoi ? Si j'étais pas la Poste, peut-être, mais quand même, voilà, je peux pas... Voilà. Donc c'est difficile de trouver le ton, mais sur une cliente qui envoie ce poste-là, évidemment, elle était déjà sur le ton de l'humour, évidemment, c'était la période de Noël, enfin voilà, donc on peut mettre en place des émoticônes. De toute façon, là, on est en train de toucher le vrai sujet, c'est tout un changement de culture, cette personnalisation de la relation client. On rentre dans le conversationnel, c'est toute une révolution pour les conseillers. Quand on pense qu'on passait des tickets il n'y a pas longtemps, maintenant on est sur des outils qui gèrent à la conversation. Là, on vient de changer d'outil sur le social où on est en train de réconcilier les conversations messages publics et messages privés. C'est pas évident pour des personnes dont je fais partie, parce que ça fait quand même un moment, je ne dirais pas mon âge, mais que je suis dans la relation client. C'est vrai que c'est pas du tout évident d'être passé au ticket, au once and done, au first contact resolution et expliquer que maintenant on est dans la conversation qui ne s'arrête pas, dont on peut suivre le fil du jour au lendemain et où une conversation finalement n'est jamais arrêtée. Donc c'est assez difficile de trouver cet équilibre avec le conversationnel, toutes les messageries d'instant messaging par exemple. On est en train de se calquer sur la relation avec les proches. Donc je parle comme je parle avec un proche. C'est où il veut, avec la géolocalisation. C'est le dimanche, c'est avec des émoticônes, mais c'est pas simple à transposer dans le monde de la relation client. C'est pas simple, mais en même temps c'est ce que les clients attendent. Donc c'est tout l'équilibre qu'il va falloir trouver en fait. Okay, je vais revenir juste sur un élément par rapport à une question qui vient d'être posée sur Klaxoon. Simon, on disait qu'en moyenne, tu avais un complément de revenu d'environ 100 € par semaine grâce à Ebu. Et une question qui était posée, c'est de savoir est-ce que on peut vraiment faire cohabiter rémunération et authenticité ? Oui, je pense, parce que de toute façon, on est là pour conseiller des clients, on ne voit pas à l'avance s'ils vont acheter ou pas. Et puis de toute façon, ça se sentirait tout de suite si vous essayez d'être vraiment dans l'acte d'achat, allez-y, achetez le produit, etc. On n'est pas là pour ça, on est là pour conseiller.
Donc à partir de là, moi je sors complètement l'optique d'essayer de me faire un maximum de rémunération, mais plus de conseiller au mieux tout simplement. Et puis je vois derrière le résultat que ça donne. Depuis, moi je suis conseiller depuis maintenant décembre, donc voilà, je sais à peu près en moyenne combien je peux faire par semaine. Et ça change du coup rien du tout à la qualité de mes conseils ou à mon objectif dans mes conversations. Et juste pour revenir sur les smileys, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi personnellement, j'utilise pas du tout de smiley, on va dire. J'utilise que des smileys soft, donc voilà, le sourire, le smiley un peu triste, voilà, le clin d'œil, mais ça s'arrête là parce que je pense qu'il faut pas aller plus loin. En effet, on garde le vouvoiement parce qu'on est quand même dans un travail sérieux. Et je comprends totalement que pour Air France, pour le coup, qui est un service de haute qualité, on peut pas se permettre d'utiliser trop de smileys ou de les mettre dans toutes les conversations puisque c'est pas le but. Moi, je suis dans le secteur jeux vidéo, donc c'est beaucoup plus simple et je m'adresse à un public qui comprend tout de suite, ou en tout cas en majorité, ce langage, quoi. Ok, tu disais donc que tu ne penses pas tout de suite rémunération, mais tu sais Oui. que si tu conseilles bien, il y aura un impact derrière. Oui, et puis après, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Par exemple, le mois de mars, donc par rapport à mon expérience, mois de mars, c'était la sortie de la Nintendo Switch qui était hyper attendue. Là, c'est clairement un mois qui a cartonné, et des fois, il y avait juste 3-4 phrases à sortir avec une personne, elle l'achetait déjà, parce que c'était une console qui était hyper recherchée. Aujourd'hui, elle est en rupture partout. Donc, ça dépend aussi pas mal de facteurs différents. Est-ce qu'on est en début ou en fin de mois? Est-ce qu'il y a une sortie, des offres promo? Donc moi, j'essaye juste de conseiller au mieux, de savoir ce qui se passe sur le site internet de Cdiscount, de savoir ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo, et à partir de là, de former mes conseils en fonction. Du coup, justement, est-ce qu'on va être capable de mesurer vraiment l'impact de l'authenticité? Souvent, quand on s'intéresse à ce sujet-là, on peut imaginer qu'il y a un impact forcément sur la fidélité, sur la recommandation, sur l'engagement. Chez Air France et La Poste, qu'est-ce que vous cherchez à mesurer lorsque vous engagez une conversation avec un visiteur? Est-ce que vous cherchez à mesurer quelque chose déjà? Enfin, on cherche à mesurer, évidemment, on est un peu dans... C'est justement encore la bascule qu'on va faire, on reste encore dans le monde de la mesure. Donc, on va mesurer, évidemment, la satisfaction client, le taux de recommandation, le NPS. Bon, pour nous, c'est pas très facile parce qu'on est sur des parcours, énormément de parcours qui commencent en ligne et qui finissent dans le parcours d'acheminement postal. Donc on va jusqu'au bout, mais il faut reconstituer le moment où il y a eu des ruptures quand on a un mauvais taux de recommandation, donc on mesure ça. Après, sur le self-care, bon, évidemment, on va mesurer tous les clients qui sont passés sur le self-care et qui ont demandé à basculer sur une conversation, ce qui nous permet de savoir pourquoi on n'a pas été bon en automatisation et qu'est-ce que la conversation a apporté de plus. Et puis évidemment, sur la partie accompagnement dans le tunnel d'achat, ce qu'on mesure derrière, c'est le taux de conversion, le chiffre d'affaires incrémental qu'on a apporté. Donc il y a beaucoup de mesures, mais évidemment, l'authenticité, ça ne se mesure pas toujours. Et ça va même de moins en moins se mesurer, puisque justement, quand on va rentrer dans du conversationnel, comme on disait tout à l'heure, on n'a plus les bons outils, on n'a plus les bons KPI pour suivre jusqu'où il n'y a que le client qui pourra nous le dire, puisqu'une conversation ne s'arrêtera finalement pas, puisque le client va garder dans Messenger ou dans d'autres plateformes, il va garder en fait toute l'historique des conversations. Donc finalement, il n'y a que la satisfaction finale du client qui fera... qu'il faudra KPI. Je rebondis également sur une question qui a été posée sur Klaxoon, sur la notion de mesure. Est-ce que vous êtes dans une logique d'analyse sémantique pour essayer d'analyser justement le phrasé de la conversation? Oui, on est dans l'analyse sémantique, effectivement. On regarde tous les verbatims. Alors, on a plusieurs types d'enquêtes. On a le post-contact, après chaque interaction client. Et puis, on a le post-expérience en ligne, où là, on a énormément de données, énormément de verbatims qui sont utilisés et pour l'amélioration continue, parce qu'il n'y a pas que la relation client en centre de contact. Il y a aussi comment j'améliore l'expérience utilisateur, les parcours sur le site. Donc, les verbatims ne servent à ça. Mais il y a aussi, évidemment, des débriefs qui sont faits avec les conseillers sur les verbatims. On analyse les verbatims des clients, mais également les verbatims des conseillers, puisque dans l'avantage aussi de ces conversations et de ces réceptacles de conversation qu'on a maintenant, qui sont la chatbox et qui vont être demain Facebook Messenger, c'est que comme on garde les historiques, on a avec YouAdvise près de 3 ans d'historique de conversation, qui là d'ailleurs vont nous servir. Tous ces historiques de conversation sont en train d'être travaillés pour nous servir justement à préparer toute l'intelligence artificielle pour préparer demain les chatbots de demain, toutes les arborescences et toute l'intelligence qu'il va y avoir derrière les questions-réponses qu'on est en train de travailler. Donc c'est ces conversations qui nous servent à savoir qu'est-ce que les clients demandent, quelles sont les réponses apportées qui ont généré le plus de satisfaction, et ça nous permet de préparer l'automatisation des niveaux 1 robotisés entre guillemets de demain. C'est marrant parce qu'il y avait une question également qui était posée de savoir ça prend combien de temps de préparer un chatbot justement.
Là, ce que tu es en train de dire, c'est que ça fait déjà 3 ans que vous êtes en train de le faire sans le savoir, sans le vouloir. Enfin non, ça fait pas 3 ans qu'on est en train de le faire. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a une somme de données dans nos justement de conversations qui permet évidemment d'avoir de la matière pour pouvoir préparer les questions-réponses niveau automatisation du niveau 1. Par contre, les chatbots, je ne sais pas en combien de temps ça se prépare, puisque nous, on est juste au début. Et j'ai envie de dire, on est au début, j'ai l'impression que c'est quand même le plus difficile, le début. C'est trouver le bon usage, le bon parcours. C'est quand même pour moi, le plus difficile. Donc là, on travaille sur les usages, mais les usages viennent aussi des conversations. C'est en regardant les conversations qu'on se dit, qu'est-ce que je peux avoir comme automatisation de niveau 1 ? On peut se dire, par exemple, nous, on se dit, finalement, notre chatbot, voilà où on en est de notre démarche, c'est de se dire, finalement, il faut absolument le coupler avec le système d'information, parce que je n'aurai de la valeur ajoutée que si j'arrive à récupérer soit un numéro de commande, soit un numéro de colis, pour pouvoir prédire l'anxiété du client et lui apporter une réponse à ce moment-là. Donc on est vraiment dans quel est le bon usage, et chaque fois qu'on touche le bon usage, on rencontre la question de ok, c'est le bon usage, mais si je veux créer de la valeur, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher comme information pour avoir un chatbot intelligent qui puisse faire du navigationnel avec le client et lui apporter la réponse directement. Donc on est au début, nous. David, vous en êtes où, vous, sur la mesure de la conversation ? Alors, sur la mesure, on a la même chose, on étudie énormément les verbatims, on a un service, qualité de service, justement, qui va aussi récupérer les verbatims, alors via le chat d'iAdvise et via les formulaires de réclamation, etc. Donc, on va mesurer aussi cette satisfaction. On va mesurer la fidélisation aussi, fidélisation et recommandation avec le NPS. Et je rejoins complètement sur la mesure de l'authenticité. On va utiliser des outils et on va segmenter l'authenticité, mais c'est vrai que mesurer l'authenticité, c'est peut-être un petit peu antinomique et paradoxal, mais en tout cas, sur la fidélisation, on a notre programme de fidélisation Flying Blue, où là, on va vraiment faire de l'acquisition et vérifier aussi la fiabilité de notre service par rapport à la promesse, justement. Combien de clients on récupère via le programme de fidélité, combien s'en vont, combien voyagent, comment est-ce qu'ils voyagent, etc. Donc, on va pouvoir mesurer ça. Et donc, du coup, le NPS avec la recommandation. Et on accorde énormément de temps. On accorde de plus en plus de temps, en tout cas, au retour des conversations. Je voulais juste ajouter quelque chose aussi, sans rentrer dans le sujet un peu de la symétrie des attentions qui a été plusieurs fois traité. Nous, on regarde, alors je ne vais pas dire qu'on mesure parce que ce ne serait pas vrai, mais moi je suis très à l'écoute quand même du retour des web conseillers, des collaborateurs, parce que l'authenticité, elle se mesure aussi dans la satisfaction des collaborateurs. C'est marrant, non, c'est pas marrant. Au début, c'était marrant, mais là, maintenant, c'est presque scientifique, ça s'est prouvé. Plus le collaborateur est content, plus le client est content, ou vice-versa. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche comme ça. Donc, on est en train de se rendre compte que plus on rentre dans des canaux qui sont des canaux d'interaction où on ne mesure pas forcément avec un KPI très précis de once and done, plus c'est fluide, plus c'est authentique, plus le client est content, plus le collaborateur est content. Et chaque fois qu'on ajoute des nouveaux canaux de contact assez innovants, on se rend toujours compte que les mesures de satisfaction montent. Et les collaborateurs nous disent aujourd'hui, quand le chat tombe, par exemple, ça n'arrive jamais, bien entendu, ou qu'on a des priorités en termes de production et qu'on dit pendant 1 heure, vous n'allez pas faire du chat parce qu'il y a des canaux qui sont prioritaires pour telle ou telle raison d'actualité. Mais tout le monde nous dit mais non, c'est pas possible, on adore le chat, c'est pas possible, le chat on aime, c'est conversationnel, on est pressé que Facebook Messenger arrive, qu'on l'intègre dans nos plateformes, et on se rend compte finalement que c'est pas forcément tarte à la crème la symétrie des attentions, c'est vrai. Donc l'authenticité, elle se mesure aussi parce qu'il y a une espèce de synergie qui se passe entre le conseiller et le client qui fait que quand le client vous met 9 sur 10, vous êtes sûr que le conseiller met 9 sur 10 à la conversation aussi. Donc le fait d'avoir aussi des retours, des remontées du terrain, en général, ça match toujours. Et on voit aujourd'hui des canaux qui sont de plus en plus délaissés par les clients. Je pense notamment aux formulaires web. Et quand on va sur le terrain, tout le monde nous dit oui, quand est-ce qu'on va basculer, parce que nous, on préfère que les contacts arrivent sur le chat. Et puis toujours sur cette notion d'équilibre entre le self-care et l'humain. Comme finalement le self-care traite
80% des demandes en niveau 1 quand on a un bon self-care, mais finalement quand on bascule dans une conversation avec un conseiller, mais autant que ce soit tout de suite en synchrone, en temps réel et avec de l'authenticité, puisqu'on a déjà traité tous les sujets de process de niveau 1 par le petit compagnon et puis demain par le chatbot. Même le chatbot ou historiquement l'ISA qu'il pouvait y avoir sur La Poste, c'est pas un concurrent pour les conseillers internes, même ça ils sont contents et pressés de les voir prendre un peu plus de place. Alors pressés, nous on va commencer par les mettre sur du hors horaire justement pour voir un peu comment ça se comporte. Non, parce qu'aujourd'hui sur le self-care, tout le monde voit bien que ça n'a pas d'intérêt de répondre à une question niveau 1, enfin répondre où est mon colis alors que finalement on pourrait le faire avec un chatbot, répondre on va vous rembourser votre commande alors que finalement il suffit que cette information remonte des SI directement sur un robot qui donne l'information et qui rembourse. Enfin, on n'a pas envie d'appeler forcément un centre de contact pour savoir si on peut être remboursé d'une commande qu'on n'a pas, qui a dysfonctionné. Donc non, aujourd'hui, pour revenir au même sujet, ils sont très contents d'avoir ces nouveaux canaux, ils sont très contents d'avoir un niveau 1 qui est automatisé pour se concentrer sur ces conversations-là. Et ils sont aussi très contents quand on leur dit on est passé d'un outil de ticketing à un outil qui va gérer pas les tickets mais les conversations. Enfin, c'est plutôt très valorisant et très intéressant d'avoir cette continuité, cet échange permanent avec le client. Moi, je vais juste revenir. Ça marche. Si. Juste revenir sur une petite chose par rapport au ton tout à l'heure. C'est vrai que comme on a un petit peu de difficulté, ou en tout cas il faut faire très attention au ton qu'on utilise avec nos clients, depuis juillet, on a développé le chat communautaire aussi chez Air France, ce qui nous permet une liberté de ton, enfin ce qui permet aux chatteurs communautaires une liberté de ton un petit peu différente d'Air France, tout en ayant l'expertise quand même, puisqu'on a fait un recrutement assez précis de chatteurs communautaires, et eux peuvent se permettre un ton un petit peu plus familier avec le client, puisqu'en fait ils sont entre eux. Et c'est en dehors souvent des heures de chatteurs professionnels aussi. Donc du coup, voilà, on s'adapte à la liberté de ton grâce au chat communautaire, et qui marche franchement très très bien chez nous. Et ça a été accueilli autant par les chatteurs professionnels que par les chatteurs communautaires de très très bonne manière. Pour être authentique à l'extérieur, il faut être authentique à l'intérieur, justement, c'est ce qu'on évoquait, des conseillers, une communauté, des experts EBU. Qu'est-ce que vous mettez en place pour avoir un alignement en matière de ton, de personnalisation, de manière à ce que l'authenticité ne soit pas imposée, mais soit incarnée par les personnes qui vont répondre? Nous, déjà, on met des guidelines en place par rapport à cette conversation avec le client, qui sont partagés avec tous les chatteurs professionnels. Et puis on fait très régulièrement des formations. En tout cas, des formations sont proposées chez Air France pour garder cette authenticité, pour garder les valeurs. Alors, pour les rappeler déjà, les valeurs d'Air France, pour les garder ensuite, et pour que nos collègues, en fait, enfin nous, on puisse être aussi force de proposition et s'adapter à ce que le client demande. On a un maître mot qui est motivation. Hashtag motivation, c'est sur notre site. En interne, voilà, c'est se motiver entre nous en gardant nos valeurs. Ça va pouvoir permettre de les véhiculer à l'extérieur aussi. Donc c'est très très fort. L'entreprise a énormément changé. Moi, ça fait près de 20 ans que j'y suis, et on voit des nouvelles pratiques arriver justement pour fédérer les conseillers en interne, pour qu'on puisse répondre d'une même voix aux clients. En un mot, sur La Poste, on a toujours ce qui s'appelle la prestation de serment. Donc tous les postiers prêtent serment quand ils prennent poste, et du coup, tout le monde est aligné sur les valeurs que symbolise cette prestation de serment, et on essaie de la faire évoluer, de l'adapter, puisque récemment, on a mis en place une charte data. Et la prestation de serment a été adaptée à cette charte data pour intégrer dans le métier en fait, du postier la confiance. Alors la confiance avec l'aspect numérique de je protège vos données, je garde la confidentialité de vos données. Donc en plus, toutes ces valeurs de confiance, de proximité sont évolutives, et c'est intégré effectivement. Ça, c'est pour la partie macro-institutionnelle de l'entreprise. Et puis bien évidemment, sur les centres de contact, c'est des formations permanentes.
On a une charte, effectivement, comme on disait tout à l'heure, d'attitude et de sémantique sur les réseaux sociaux, mais rien ne remplace le cas par cas, parce qu'effectivement, c'est très, très difficile de donner des guidelines. Il faut vraiment... on travaille avec une société, en fait, qui a mis en place un espace collaboratif où les conseillers posent des questions, le formateur répond, avec du coaching qui permet d'être au cas par cas, à la demande, pour savoir quand est-ce que je peux avoir un temps plus léger ou quand est-ce que je dois rester avec une distance forte. Simon, du coup, tu es cette nouvelle forme de répondant, je vais te laisser le mot de la fin. Des guidelines, toi, si on t'en donne, comment tu les appréhendes justement? Est-ce que tu sors du cadre et de quelle manière? Oui, je sors du cadre. Non, en fait, Cdiscount et Ibu nous apportent des types de réponses, pas automatiques, mais voilà, des types de réponses à des questions bien précises. Je m'en inspire, mais après, je vais forcément les mettre à ma sauce. Et puis, parfois, je préfère commencer par répondre quelque chose d'autre pour amener justement la réponse demandée. Tout simplement parce que les réponses sont créées en interne, soit par Ibu, soit par Cdiscount. Mais c'est vrai que nous qui sommes au contact direct des gens et qui voyons directement quels sont leurs soucis, ce qu'ils ne comprennent pas, etc., on va pouvoir forcément mieux personnaliser les réponses, mieux leur répondre et régler le souci de manière plus rapide et pour qu'ils comprennent tout de suite aussi ce qui ne va pas. Donc je me sers des guidelines, notamment plus pour on va dire la politesse, la courtoisie, tout ce qui a trait en fait à la qualité de la relation client. Mais après, pour les réponses très concrètes, je vais plus me servir des expériences personnelles que je me suis faites avec Cdiscount, avec la relation client que j'ai commencé depuis décembre, pour pouvoir répondre au mieux. Bien, merci beaucoup à vous trois, en espérant que l'année prochaine, du coup, Chanel sera détrôné par un La Poste ou un Air France. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.